Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au premier webinaire du projet Algade. Je m'appelle Clara Diebold, je suis chargée de mission à la C3A, un partenaire du projet européen Algade, et j'animerai le cycle de webinaires organisé en lien avec le projet. Aujourd'hui, nous vous accueillons pour la toute première session du cycle de webinaires Algade qui s'étendra tout au long du premier semestre 2021, avec environ 8 webinaires prévus à ce jour, sur des thématiques toujours en lien avec la culture de microalgues, la méthanisation et l'agriculture. Pour cette première session, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord le Dr Ala Silkina. Elle est responsable de recherche à l'Université de Swansea au Royaume-Uni et chargée de recherche dans le projet Algade dont elle va vous parler tout de suite. Biotechnologiste avec 15 ans d'expérience internationale sur les algues et les microalgues, elle possède également une expertise en matière de bioremédiation des eaux usées et d'atténuation des gaz de combustion par les algues. Je vous propose à présent d'écouter sa présentation et n'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez laisser vos questions dans la chat box. Nous aurons un temps dédié pour les réponses après les présentations de nos deux intervenants. Merci à toutes et tous pour votre attention. Nous vous souhaitons un excellent webinaire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Dr Ala Silkina, je viens de l'université de Swansea. Ça fait 10 ans que je travaille ici et avant j'ai travaillé en France aussi, je faisais mon doctorat à l'université de Bretagne Sud. Après j'ai travaillé en Malaisie et maintenant je travaille au Pays de Galles. Aujourd'hui je voulais vous présenter le projet qui s'appelle Algae et ce projet tente à valoriser les déchets agroalimentaires en combinant deux technologies. Une technologie qui s'occupe de biotechnologie des microalgues et deuxième, c'est la digestion anaérobie. À l'origine du projet, c'est une directive de l'Union européenne qui a été établie en 2016. Cette directive veut réduire la pollution apparue par la présence des nitrates qui vient des activités d'agriculture. Et il y a trois étapes dans cette directive qui peuvent être utilisées. D'une côté, c'est une surveillance des concentrations de nitrates dans l'eau. Après, c'est désignation des zones vulnérables aux nitrates en Europe. Et ça veut dire que dans cette partie-là, la terre ne peut plus prendre aucun engrais qui vient des activités agriculturelles. Et aussi, établir les pratiques éventives et les mesures de prévention pour réduire la pollution de l'eau et de la terre. Et suivre le progrès. Voilà ici, la carte montre les zones vulnérables aux nitrates en Europe. Et on peut voir qu'en France, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni et Irlande, c'est vraiment très étendu. Donc du coup, il faut qu'on trouve les solutions technologiques qui peuvent nous permettre en fait de réduire la pollution dans cette zone en utilisant les engrais dans les différentes applications, pas que dans la terre, dans les activités d'agriculture. Voici le projet en quelques chiffres. Le budget de 6 millions, 4 pays qui sont inclus dans ce projet, Royaume-Uni, France, Belgique et l'Allemagne. Et il y a 11 partenaires, parmi lesquels c'est les universités, les compagnies et aussi les agences. Dans le centre de ce projet, c'est une application d'une économie circulaire. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre les déchets agroalimentaires et être réutilisés dans le processus de méthanisation. En passant sur ces plantes, on peut avoir l'énergie, mais malheureusement, il y a aussi des déchets qui peuvent être réutilisés. Avant, ils ont été utilisés comme les engrais, mais maintenant, dans les NVZ zones, on ne peut plus les utiliser. Du coup, on a trouvé une solution d'utiliser ces engrais comme les nutriments pour la culture des algues. Et en cultivant la biomasse des quantités dans les industries, on peut trouver la biomasse pour développer les formules
pour alimentation animale, notamment pour les poissons et pour les autres. Alors, les activités de Algae projet se focalisent sur la construction de 3 sites pilotes. Aussi, on a fait beaucoup d'études et les recherches et vraiment une application de cette technologie pour produire la biomasse et en utilisant les effluents des déchets après la méthanisation. On a aussi utilisé les données de tous les sites pilotes qui pouvaient construire et développer une plateforme spéciale qui peut être utilisée après à la fin du projet, qui peut aider à prendre les décisions pour les autres personnes qui peuvent appliquer cette technologie dans leur site. Aussi, il y a une étude de législation européenne parce que c'est pas très évident d'utiliser les engrais dans la culture des algues et après utiliser cette biomasse pour l'alimentation animale. Alors, je vous présente 3 sites pilotes. D'une qui se base à Langay JD à Plymouth. Il y a une autre qui est à Coppel-Lamballe en France et Inolab à Gand en Belgique. Ces 3 photobioréacteurs qui ont été installés sur le site industriel, pas loin ou à la place des plantes de méthanisation, en facilitant l'utilisation des déchets qui viennent après ce processus. Chaque pilote a utilisé les différents. À Langay JD, on a utilisé 2 espèces, mais ça c'était monoculture. On a utilisé Chlorella vulgaris et Cynodesmus obliquus. À Coppel, c'était une espèce de Tristicutrides qui était utilisée. Et à Gand, le consortium des 2 espèces, au début c'était même plus, c'était un consortium qui était isolé de le site. Du coup, les résultats, je vous présente maintenant. On a utilisé 2,5% de digestat avec les concentrations différentes chaque fois parce qu'en fait, on a utilisé de différents plans de méthanisation. Chaque étape de culture, ils ont été différents aussi à propos des espèces de microalgues que nous avons utilisées. Donc, c'était 7 jours pour la culture de Langage, Coppel, parce que c'est une autre espèce et c'était que pendant 2 jours, et Inolab, ce qui était vraiment super semblable de Langage, on a utilisé aussi que 7 jours de culture. On a utilisé deuxième étape à Langage, on a utilisé la culture de mixotrophique et on a ajouté 10 grammes par litre de glucose. À Coppel aussi, c'était hétérotrophique, la culture hétérotrophique, et on a utilisé 20 grammes de glucose, 2 grammes par litre extrait de levure et aussi 2 grammes par litre de peptone. Inolab, on n'a pas eu aucun supplément nutritif, que Dagistat. À la fin, on a réussi d'avoir 14 grammes par litre de biomasse finale de biomasse algale qui était produite à Langage, 4 grammes par litre à Lamballe et à Dinolab, on a eu 1,7 grammes par litre de biomasse finale. Et à la fin, on a utilisé aussi absorption de nitrogène et c'était 20 mg par litre par jour pour Langage, 35 pour Coppel et 20 pour Inolab. Avant d'utiliser dans la culture algale, on a fait pré-traitement de digestat liquide qui était vraiment super riche en nutriments. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé filtration. C'était microfiltration, ultrafiltration, ça dépend du site. Et qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il y a, après ce pré-traitement, on a réduit l'opacité de couleur de digestat. On a aussi retiré les particules solides et on a aussi
eu la réduction des quantités de nitrogène et de phosphore. Et aussi, on a fait la surveillance des toxines et des métaux lourds et la quantité elle était vraiment réduite. Le webinaire le 28 janvier, je vous invite à, vous allez avoir plus les données sur les pré-traitements du digestat liquide qui va être raconté par Florian Fernandez. Donc si vous voulez avoir cet article, je peux vous envoyer, demandez-moi. Donc cet article qui parle de valorisation de digestat et différents pré-traitements de ça par les membranes et aussi avec la dilution et d'autres méthodes qui sont moins chères. Vous pouvez avoir plus les détails et sur le webinaire qui sera le 28 janvier. Mais aussi, en culture des algues, on a fait différentes étapes qu'on a fait cultiver les algues sur le digestat dans leur laboratoire avec une échelle de laboratoire en augmentant chaque étape. Et en fait, à la fin, on a fait ça à l'université, mais dans photobioréacteur, en utilisant Chlorel. Mais après, quand la photobioréacteur de Langage a été construite, on a fait ça à Langage. Voilà, ce photobioréacteur avec la capacité de 7000 litres à utiliser pour cultiver la Ctenodesmus avec 2,5% de digestat à Langage AD. Le but, il était récolter la biomasse, analyser pour que ça soit utile pour alimentation animale et aussi voir si on peut utiliser en toute sécurité cette biomasse. Du coup, les analyses biochimiques montrent que cette biomasse elle est riche en protéines, pigments et acides aminés et acides gras aussi. Et on a fait aussi les étapes de hydrolyse avec les protéases pour produire les peptides fonctionnels. Parce qu'en utilisant les biomasses crudes, c'est pas assez innovatif. Et du coup, les tests alimentaires vont être avec des porcs et des poissons. Ça aussi, c'est les graphiques avec la biochimie, les analyses biochimiques des biomasses. On peut voir qu'on a une concentration augmentée des protéines par rapport à contrôle et une biomasse qu'on a poussée en mixotrophie. Et aussi la concentration augmentée des pigments, et notamment chlorophylle A et chlorophylle B. On a fait, avant qu'on commence les tests pour les développer, les alimentations pour les poissons, c'est important d'avoir les acides gras assez de bon niveau. Et on peut voir l'augmentation des acides gras en comparant avec le contrôle, soit en posant les algues sur les digestants. Toutes les données qui ont été récoltées dans le projet, dans tous les pilotes, aussi on a fait les analyses de cycle de vie et les analyses technico-économiques. Ils vont être dans une plateforme spéciale qui va utiliser à la fin du projet et ça s'appelle outil d'aide à la décision pour les d'autres personnes qui veulent installer les mêmes technologies sur le site. Et il y a 4 étapes. On va aider pour identifier de lieux potentiels d'opportunités. Donc, du coup, ça va être sur une carte. On va focaliser la future plateforme potentielle qui peut être utile. Après, c'est évaluation. Donc, on va aider à montrer la viabilité commerciale de la technologie en utilisant un simulateur économique et aussi optimiser. Donc, tous les designs de processus, opérations et performances peuvent être obtenus d'après cette plateforme. Et à la fin, évaluation aussi avec impact sur environnement et durabilité des procès peuvent être présentés. D'autres rapports qu'on utilise comme deliverables pour le projet
vont être disponibles sur notre site web et d'autres plateformes des réseaux sociaux. Par exemple, on va distribuer les guides de bonnes pratiques, et notamment sur le traitement des digestats, sur la culture des microalgues en photobioréacteur en utilisant des nutriments des déchets et les procédés de transformation aliments pour les animaux, ainsi qu'un rapport sur la réglementation sur l'utilisation du digestat pour cultiver la biomasse algale pour l'alimentation animale aussi va être disponible bientôt. En savoir plus sur le projet, je vous invite sur notre page Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et ResearchGate. Et aussi, je voulais vous dire qu'en fait, on a préparé une exposition qui parle sur les résultats des projets et le concept aussi, qui est installée près de Nantes. Si vous voulez savoir en plus, posez nos questions. Aussi, on fait Facebook Live session tous les lundis après-midi. Donc, je vous invite sur notre page Facebook. Vous pouvez trouver les anciens discussions et les futurs aussi. On a un événement et maintenant, c'est les événements online et aussi cycle de webinaires en français et en anglais. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Ala pour cette présentation. Nous allons à présent entamer la deuxième partie de ce webinaire avec l'intervention de Monsieur Florian Monlot, responsable R&D au sein du pôle valorisation de l'APESA depuis 4 ans. Il est docteur en génie des procédés sur la thématique de la valorisation des déchets et biomasse agricole en méthanisation. Il est en charge de l'animation du programme R&D autour de la valorisation biomasse et déchets et il va nous présenter de suite l'APESA et ses projets. Merci à tous. Pareil, vous pouvez toujours poser vos questions dans la chatbox et nous aurons une session à questions-réponses juste après. Très bon webinaire. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Florian Monlot, je suis responsable R&D au sein du pôle valorisation de l'APESA. Donc, je remercie déjà tous les membres d'AC3A pour cette invitation à venir intervenir sur le cycle de webinaire dans le cadre du projet Interreg AlgaD. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une présentation sur le couplage de la culture de microalgues avec la filière méthanisation, où je vous ferai un focus à la fois des activités un peu prestation de services et R&D au sein de notre institut. Donc l'APESA est un centre technologique qui a été créé en 1995, qui œuvre au service de la transition écologique des entreprises et des territoires. On est centre de ressources technologiques, accrédité CIR et on est membre de l'Institut Carnot-Mika. On est localisé sur 4 zones géographiques, Bordeaux, Tarnos, Pau et l'Escar, et on a 4 offres de services, tout ce qui est valorisation des déchets biomasse et effluents, la réglementation et prévention HSE, création de valeur sociétale, éco-innovation et évaluation environnementale. Aujourd'hui, c'est 45 collaborateurs, une vingtaine d'années d'expérience et 30% de notre activité qui est dédiée à de l'AR&D. Le pôle valorisation de l'APESA est le pôle donc, qui est spécialisé dans tout ce qui est valorisation biomasse, déchets, effluents. On a une douzaine de collaborateurs avec 20 ans d'expérience et une plateforme technique qui permet de travailler sur le développement et le design de solutions techniques innovantes pour la valorisation de tout ce qui est déchets, biomasse et effluents. Donc notre offre, elle se décline autour de 4 filières, la méthanisation et la méthanation, le compostage, le traitement d'effluents avec un vrai regard sur l'activité microalgues, et tout ce qui est bioplastique avec la fin de vie et la biodégradabilité des bioplastiques dans différents milieux. Notre offre, elle est assez complémentaire, c'est à la fois de la prestation de services, c'est de l'expertise, du conseil et de la formation et de la R&D. Les clients qu'on accompagne, c'est des porteurs de projets, agriculteurs industriels, bureaux d'études, financeurs, des constructeurs et des collectivités. Donc, afin d'accompagner nos clients dans le domaine de la méthanisation, on peut s'appuyer donc sur différents pilotes et instrumentations. Donc, on a d'abord le test de potentiel méthanogène, qui est un test assez classique qui permet d'évaluer donc le potentiel méthanogène de différents types de substrats organiques. On est membre de l'étude interlabo européenne sur ce sujet-là et on vend actuellement autour de 300 à 400 BMP annuellement auprès de clients. On peut ensuite monter sur des échelles pilotes qui sont beaucoup plus représentatives de ce qui se fait donc au niveau industriel, avec quasiment toutes les configurations de méthanisation qui existent aujourd'hui au niveau industriel, tout ce qui est USB, lifudisé, infiniment mélangé, voie sèche, et des pilotes qui vont de 5 litres à 500 litres en volume utile.
Et enfin, on s'appuie sur un certain nombre de matériel analytique qui nous permet de suivre donc du coup les réacteurs de méthanisation, tout ce qui est analyse pH et redox, analyse d'acide gras volatile, analyse de la composition de biogaz et tout ce qui est quantification de la biogaz par compteur massique ou volumétrique. De manière similaire, on a un certain nombre de pilotes et d'instrumentation pour accompagner nos clients dans le domaine de la culture des microalgues, avec de la culture à l'échelle laboratoire, des fioles de 250 à 5 litres en armoire de croissance, mais aussi en enceinte climatique. On a ensuite une montée en échelle pilote qui est possible avec des systèmes photobioréacteurs, des bassins circulaires, des photobioréacteurs tubulaires et des raceway. On a aussi des réacteurs de 20 litres à 500 litres pouvant simuler une filière de microalgues en conditions hétérotrophiques. Et enfin, le suivi des cultures avec tout ce qui est microscopie, comptage cellulaire, analyse nutriments et métabolites, tout ce qui est contrôle température, pH et injection du CO2 qui permet la régulation donc, du pH. Dernier point, à la fois sur la filière microalgues et méthanisation, on a un atelier de conception interne qui nous permet de faire de la création sur mesure afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter deux projets R&D qui sont en cours au sein de l'APESA, qui traitent autour du couplage donc, de la filière microalgues avec la méthanisation. Donc, le premier, c'est le projet Cyclalgue, qui est un projet Interreg POC-TECFA qui s'est terminé l'année dernière, qui avait pour but le développement d'une filière microalgale intégrée dans un concept de bioraffinerie environnementale pour rendre la production de biodiesel rentable. Et le second, c'est le projet Pyramide, qui démarrera donc en 2021, qui est un projet qui traitera justement sur la valorisation des digestats de méthanisation pour la culture de microalgues, ces mêmes microalgues étant dédiées derrière à des applications de fertilisation. Quelques indicateurs de R&D au sein de l'APESA, on a 3 thèses en cours, 15 publications et 6 projets R&D en cours. Alors, avant de vous présenter ces deux projets, je vais vous faire un petit bref rappel de qu'est-ce qu'est la méthanisation et comment la culture de microalgues peut s'intégrer avec la filière méthanisation. Donc, la méthanisation, c'est un procédé de transformation de la matière organique en conditions anaérobies pour en faire du biogaz, qui est un mélange donc de méthane et de dioxyde de carbone. Ce biogaz, en fonction du mode d'épuration des traitements, peut être utilisé sous forme de biométhane pour du gaz naturel pour véhicules, de l'injection de biogaz dans le réseau, ou le biogaz peut être directement brûlé pour faire de la cogénération à la fois de l'électricité et de la chaleur. La méthanisation génère aussi un digestat qui a une valeur amendante et une valeur fertilisante qui est aujourd'hui majoritairement utilisée pour des applications agronomiques via des plats d'épandage. Mais le fort développement de la méthanisation, notamment dans les zones à forte concentration en élevage, génère des surplus de digestat qui est difficile de valoriser en agronomie aujourd'hui, d'où l'intérêt notamment de la filière microalgues pour la valorisation de ces digestats. La méthanisation, donc, c'est une filière qui commence à être assez mature au niveau national. Donc, en fonction des voies de valorisation du biogaz, vous avez soit la filière biométhane, soit le biogaz pour de la génération d'électricité et chaleur. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, majoritairement, le parc de méthaniseurs donc, est fait de systèmes en cogénération, mais les perspectives montrent que la filière biométhane tend à se développer dans les années à venir, contrairement à la filière cogénération, avec plus de 1147 projets en file d'attente pour la filière biométhane. Alors la question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui comment on peut imbriquer cette filière méthanisation dans la filière microalgues. Donc ici, vous avez des photos qui représentent un peu les différents systèmes de culture de microalgues, en système ouvert, en système fermé. En fonction du mode de culture, les microalgues vont être destinées à des applications plus ou moins diverses. Dans les systèmes fermés, on va avoir des applications à beaucoup plus forte valeur ajoutée, notamment tout ce qui est pharmaceutique, alimentation humaine. Dans les applications ouvertes, notamment tout ce qui est système open point, on va faire plus des aspects alimentation animale, énergie, environnement. Donc comment s'imbrique la méthanisation? La méthanisation peut s'imbriquer par la valorisation des coproduits et des déchets issus notamment de la valorisation de molécules à forte valeur ajoutée. Ça a été notamment ce qu'on a étudié dans le cadre du projet Cyclalgue, ou alors la méthanisation, du fait de ses externalités, à la fois digestat, chaleur, CO2, peut servir justement à la culture de microalgues qui seront destinées notamment à des applications un peu à plus faible valeur ajoutée.
Projet Cyclalgue donc, est un projet Interreg POC-TECFA coordonné par Naker Technalia qui avait pour but de réfléchir à l'intégration de la filière microalgue dans un concept de bioraffinerie environnementale pour rendre la production de biodiesel rentable. Donc, à l'issue de la phase de production de biodiesel, les coproduits ont été valorisés un certain nombre de nouveaux produits destinés à la fois à des applications alimentation piscicole, molécules cosmétiques, mais aussi tout ce qui est secteur énergétique et le secteur de la fertilisation. Donc l'une des originalités de ce projet, c'est qu'il y a eu une phase de transfert de l'échelle laboratoire à l'échelle industrielle, puisque chaque produit élaboré au sein du projet Cyclalgue a été validé derrière par un acteur socio-économique de la zone POC-TECFA. La production de biodiesel, elle a eu lieu sur différentes typologies d'échelle, de 5 litres jusqu'à 1 mètre cube. On s'est rendu compte que malgré la montée en échelle, les rendements de productivité sont restés assez similaires. On a eu notamment une productivité qui est autour de 5,5 grammes par litre par jour. Et là-dessus, avec une microalgue qui était majoritairement chargée en lipides, avec plus de 55%. Donc les analyses des propriétés physico-chimiques du biodiesel produit par transestérification étaient en adéquation avec les standards, notamment de la norme 14214, montrant que le biodiesel aujourd'hui produit par cette filière-là pouvait avoir une applicabilité derrière industrielle. Le résidu après extraction des lipides donc, a été converti par hydrolyse enzymatique en une hydrolysa qui était riche à la fois en acides aminés, en glycérol et en glucose. Notamment en termes d'acides aminés, on a retrouvé pas mal de cystéine, d'alanine, de glutamique acide. Cet hydrolysa pouvant servir à la fois comme milieu de culture pour les microalgues en conditions hétérotrophiques ou à d'autres applications comme des applications de biostimulants du fait de sa teneur assez riche en acides aminés. Le résidu après extraction des protéines, lui, a été valorisé donc en filière biométhane en échelle semi-continue et on a aussi étudié la valorisation du digestat issu du procédé de méthanisation pour des applications fertilisants et amendements. Sur le résidu, donc après extraction des protéines, on a réalisé donc un essai de méthanisation en pilote semi-continu dans des pilotes de volume utile de 2,5 litres avec une alimentation, un soutirage qui s'opérait en continu afin de simuler au mieux une filière industrielle. Les paramètres opératoires qu'on a appliqués à la fois en temps de séjour et en charge volumique organique se rapprochaient de ce qu'on peut trouver aujourd'hui en méthanisation agricole ou en méthanisation agro-industrielle. Il est important de voir que on a pu traiter ce genre de résidus sans avoir d'instabilité lors du process. On a notamment eu un pourcentage de méthane qui se situe autour de 60% et une production de méthane autour de 200 normomètres cubes de méthane par tonne de matière organique. Donc ce qui se rapproche aujourd'hui de typologies de substrats qu'on peut avoir en méthanisation agricole comme des fumiers ou des ensilages. Dernier point important, on a testé derrière la valorisation agronomique du digestat par la mise en place de tests de croissance sur différentes typologies de plantes, à la fois le blé et tomates, et on s'est rendu compte que l'apport de digestat à des concentrations en azote équivalentes à un engrais minéral avait des rendements et des taux de productivité de biomasse équivalentes. Donc, un dernier petit diagramme qui reprend donc les différents flux de matière qui sont générés lors de ce concept de bioraffinerie environnementale, avec un petit graphe sur la droite de la rentabilité de production de biodiesel. Donc ce qui est important à remarquer, c'est que le biodiesel qu'on a produit dans le cadre de ce projet-là avait un coût de 14 € par kilogramme de biodiesel produit. Dans le cadre d'une recirculation des nutriments, notamment issus de la phase d'hydrolysa riche en acides aminés et en sucre, on pouvait abaisser le prix autour de 4 € du kilo. Mais on reste quand même plus élevé aujourd'hui que le marché actuel. Donc la conclusion majeure de ce process-là, c'est qu'au final, l'intégration de la filière de biodiesel dans un concept de bioraffinerie environnementale permet de réduire significativement les coûts, mais qu'il faut encore certainement travailler sur l'intégration des différents prix technologiques et des différents procédés pour arriver à un prix de biodiesel qui se rapprochera du marché.
Le second projet que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est le projet Pyramide, qui est un projet financé par l'Institut Carnomica, qui rassemble les partenaires IS2M, Ritmo et APESA, qui aura pour but de réfléchir à la valorisation des digestats de méthanisation en filière microalgues pour en faire des produits à valeur agronomique. Donc il y aura 3 volets dans ce projet. Le premier, c'est un volet autour du traitement des digestats. Donc on va tester notamment différents traitements qui auront pour but d'améliorer les propriétés physico-chimiques des digestats pour la culture de microalgues, c'est-à-dire à la fois réduire la turbidité et la teneur en azote ammoniacal. Sur un second volet, on va s'intéresser à la culture de microalgues dans des photobioréacteurs et dans des systèmes de culture innovantes. Et dans le troisième volet, on s'intéressera à la valorisation donc, des microalgues dans des filières agronomiques, à la fois des applications en fertilisants et des applications en biostimulants. Dans le cadre de ce projet, il y a aussi une thèse qui est imbriquée, donc la thèse de Marie-Ange Leca, qui démarrera en 2021, en collaboration avec l'Université de Pau, le département UPPA Siam et le prof Yves Leguerre. Donc, dans cette thèse, on va réfléchir au premier volet, qui est justement comment traiter les digestats pour améliorer leurs propriétés physico-chimiques, à savoir réduire leur turbidité et réduire la teneur en azote ammoniacal. On va tester un certain nombre de traitements, des traitements à base des zéolites, des traitements par dilution des digestats avec d'autres types d'effluents agro-industriels, des traitements par charbon actif et des traitements par biochar. On étudiera aussi dans le cadre de cette thèse la culture de microalgues dans des photobioréacteurs et dans des systèmes de culture innovants. Donc on va tester notamment 3 systèmes de culture existants aujourd'hui, le tubulaire, le raceway et un PBR vertical, et on va comparer les performances avec 3 solutions qui sont en cours de développement. Et notamment, grâce à l'UPPA Siam, on va s'intéresser à tout ce qui est études mécaniques des flux et rhéologie. L'intérêt majeur aujourd'hui, c'est de développer des nouvelles solutions innovantes qui permettront à la fois soit de réduire les coûts de production, soit améliorer les productivités par rapport à ces systèmes classiques qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc la thèse aujourd'hui n'est pas fermée. S'il y a des industriels aujourd'hui autour de la table qui sont intéressés par tester des nouvelles solutions innovantes, on pourra tout à fait les intégrer dans l'étude de cette thèse. Donc les perspectives de développement R&D aujourd'hui de l'APESA en lien avec la filière méthanisation et microalgues sont multiples. Donc on veut capitaliser aujourd'hui sur la forte connaissance qu'on a de la filière méthanisation. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille dans ce domaine-là. On est persuadé qu'il y a un certain nombre d'externalités de la filière méthanisation qui peuvent profiter à la culture de microalgues, notamment tout ce qui est nutriments présents dans les digestats. La chaleur qui est présente sur site, le CO2 qui est généré. En contrepartie, les microalgues peuvent avoir aussi être bénéfiques à la méthanisation via l'épuration du biogaz, via la recirculation de ces microalgues en méthanisation pour de la production d'énergie. Sinon, les microalgues peuvent être destinées à des applications, pour le coup, tout ce qui est bioplastique, alimentation animale, biofertilisant ou le secteur énergétique. On s'intéressera à ces applications-là et non à des applications à plus forte valeur ajoutée, notamment en lien avec des applications cosmétiques et pharmaceutiques, du fait qu'on travaille aujourd'hui sur un produit qui est quand même d'origine industrielle, le digestat, et d'un point de vue réglementaire, on ne peut pas partir sur toute typologie de valorisation. Une petite dernière slide pour vous présenter donc la nouvelle plateforme expérimentale de l'APESA qui sera livrée en 2021. Donc cette plateforme, elle se veut beaucoup plus moderne et beaucoup plus flexible que la plateforme qu'on a aujourd'hui. Elle est beaucoup plus adaptée notamment aux nouveaux développements qu'on a aujourd'hui au sein de l'APESA, notamment en lien avec les activités autour des microalgues, mais aussi tout ce qui est la fin de vie des bioplastiques. Donc on aura notamment 100 mètres carrés d'espace de travail, 170 mètres carrés de laboratoire. Point important, on aura une zone d'accueil de pilotes semi-industriels avec une halle semi-couverte. Et innovation, on aura notamment la création d'une serre dédiée à des activités microalgues et tout ce qui est valorisation agronomique et fin de vie des bioplastiques. Je vous remercie de votre attention et je me tiens évidemment à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette deuxième intervention. Nous allons à présent répondre à toutes vos questions, en commençant par celle qui avait été posée pour la présentation d'Ala Silkina et le projet Algadé. Donc la première question était: quel était l'intérêt de faire des cultures en mixotrophie glucose? Bonjour à tous encore. La première question, merci pour cette question, c'est super utile parce qu'en fait, c'était deux buts de projet. D'une côté, on voulait savoir si les algues poussent effectivement assez, assez bien pour réduire les nutriments qui viennent après le processus de méthanisation. Mais la deuxième but de nos projets, c'était avoir la biomasse des quantités quand même assez importantes pour alimentation animale. Et comme vous savez, les algues ils poussent bien, mais bon, c'est poussent assez lentement. Et c'est pour ça, en fait, on voulait tester une nouvelle approche avec la mixotrophie, quand on utilisait la glucose pour augmenter la biomasse produite. C'est juste parce qu'en fait, comme le temps de projet n'est pas énorme, et en fait, on a une plateforme assez grand sur le site industriel, mais quand même, dans le cas de Langage, il fallait qu'on produise la biomasse assez vite. C'est pour ça, en fait, on a utilisé mixotrophie pour avoir 25 kg de biomasse pour les tests de développement des aliments pour les animaux. Bon, j'espère que j'ai répondu. Deuxième question: où en est la réglementation sur l'utilisation de digestat pour la culture de microalgues destinées à des applications alimentation animale? Va-t-elle évoluer dans les années à venir? Ça, c'est une question assez super importante aussi. Merci. En fait, comme j'ai dit dans ma présentation, le rapport sera disponible pour tout le monde qui veut avoir ça. Contactez-nous, on va vous faire ça, vous envoyer. Réglementation, c'était la question assez importante aussi dans le projet, pendant le projet, je pense que ce sera après le projet aussi. Dans chaque pays, les réglementations elles sont un peu différentes. C'est pour ça, en fait, il fallait qu'on s'adresse dans les réglementations des pays qui ont été inclus dans le projet. Et actuellement, ce n'est pas tout à fait clair, mais il y a des avancements dans cette question parce que, en fait, si on peut utiliser les digestats comme les engrais pour l'alimentation humaine, pourquoi pas, on ne peut pas utiliser ça pour les alimentations animales. Mais il y a des questions à répondre parce qu'en fait, il faut faire des tests sanitaires pour avoir la quantité des bactéries pathogènes et aussi la quantité acceptable avec les limites pour les métaux lourds. Donc, toutes ces questions-là, ils ont abordé dans le rapport et je vous invite de nous contacter pour avoir le rapport. Pour les essais en Belgique, donc sur notre site pilote de Ghent, quelles conditions de lumière et pouvez-vous préciser les productivités des différents essais? D'accord. Donc, en Belgique, les photobioréacteurs ils ont été placés dans la serre. Il n'y avait pas une lumière externe comme dans les autres pilotes en France et au Royaume-Uni. Et en fait, donc c'est les conditions plutôt le plus naturelles possible en fait. Donc on a utilisé la lumière naturelle et c'est tout. Donc du coup, il n'y avait pas une lumière externe. Pour les productivités, j'ai regardé les chiffres aussi. Je vous invite de nous contacter parce qu'en fait, on peut vous donner les rapports de bonnes pratiques en expliquant tous les résultats des 3 sites dans tous les détails et les étapes des cultures adaptées pour utiliser les nutriments. Mais je vous donne les chiffres aussi. Donc, du coup, à Langage, la productivité, c'était 0,21 grammes par litre par jour. À InnoLab, en Belgique, c'était 0,18.
Et à Koppel, comme c'est une espèce assez différente, donc du coup, la productivité était beaucoup plus élevée. C'était 3,17 grammes par litre par jour. Nouvelle question, avez-vous un contrôle microbiologique des productions de microalgues dans vos conditions, par exemple bactéries, moisissures? Super bonne question encore. C'est parce qu'en fait, c'est important, si on utilise la biomasse algale pour alimentation animale, il faut qu'on ait un contrôle de tout ce qui se pousse ensemble avec les algues. Comme j'ai expliqué un petit peu, et il sera encore expliqué dans le prochain webinaire, donc je vous invite de joindre ça aussi. On a fait un pré-traitement de digesta qu'on a utilisé pour la croissance des microalgues avec la filtration de membrane. Et du coup, ça nous permet en fait d'enlever les bactéries pathogènes et certains métaux lourds aussi. Mais en même temps, donc du coup, pendant la croissance des algues, on n'a pas vu beaucoup des croissances des bactéries pathogènes et on ne devrait pas, et c'était pas un problème du tout. Mais on a un partenaire dans le projet, un CES, qui se place en France aussi. Et du coup, les activités de ce partenaire, c'était de contrôler en fait les bactéries pathogènes et de faire les analyses biochimiques, bactériennes, pardon, sur les digestats, sur la biomasse qui était obtenue après la croissance et avant que ça aille dans les tests pour les animaux. Donc, du coup, on a fait des analyses de qualité, en fait, pour ça. J'ai une question qui est arrivée pendant que tu parlais, je pense qu'elle était pour toi là. Avez-vous testé la culture de consortia de microalgues sur digesta? Oui, ça c'est une bonne question encore. Merci pour ça. Donc du coup, c'est vrai que le consortium, c'est bien pour pousser sur le digesta, surtout ce que ça peut être isolé de la site où se trouve la plante de méthanisation. Et dans les cas de InnoLab, ça c'était l'approche qu'ils ont fait. Mais comme on sait, quand on cultive les algues pendant assez longtemps, par exemple, nous, on a fait la culture algale sur le digesta pendant une année sur le site industriel et avant, on a fait dans le laboratoire. La culture, même de consortium, ça réduit avec 2 espèces, ou parfois qu'une seule à la fin, qui en fait, il y a une dominance de croissance. Donc, du coup, cette approche, elle était juste testée sur une seule site. Et comme on a le but aussi en parallèle d'obtenir l'absorption des nutriments qui viennent de déchets, mais en même temps de produire la biomasse avec la quantité quand même assez grande, on ne pouvait pas trop laisser que sur cette approche. Du coup, on a choisi de sélectionner une espèce qui était bien présente dans le consortium. Dans le cas de l'engage, c'était Senedesmos et Chlorel. Et du coup, on a fait 2 cultures en parallèle pour reproduire la biomasse de cette espèce. Mais le consortium à InnoLab a été effectué et ça a poussé quand même assez bien sur le digesta. Mais à la fin, il n'y avait que 2 espèces. C'était Desmodesmos et Chlorel aussi. Et c'est la fin des questions pour Ala. Maintenant, les questions pour Florian Monlot. Merci. Merci Ala. Première question, est-ce que la production de biodiesel dans le cadre du projet Cyclalgue était faite en hétérotrophie? Donc déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette question. Donc oui, effectivement, toutes les algues qui ont été cultivées dans le cadre du projet Cyclalgue, c'était de la cultivation en conditions hétérotrophiques. Donc ça, c'est un paramètre important, notamment dans la viabilité derrière de la production de biodiesel, puisqu'on a travaillé en conditions stériles. Par rapport au milieu nutritif qu'on a utilisé, donc c'était un milieu nutritif dans lequel on a ajouté du glucose, qui a été ajouté à hauteur de 15 grammes par litre. Et on s'est intéressé derrière dans le projet
à substituer ce milieu nutritif et notamment le carbone organique qui était issu du glucose par la fraction glycérol et par la fraction de l'hydrolysa qui était issue de l'hydrolyse enzymatique du résidu protéique. Les rendements qu'on a obtenus derrière, toujours à l'échelle laboratoire, pour le coup, ça on ne l'a pas testé à l'échelle prototype derrière, mais étaient assez similaires par rapport au milieu nutritif classique. Un dernier point important là-dessus aussi, c'était par rapport aux conditions stériles. On a fait des simulations économiques dans ce projet dans lequel on a considéré derrière la possibilité de réutiliser la chaleur, notamment issue du moteur de cogénération de la méthanisation. Donc c'est pareil, si vous êtes intéressé, on pourra vous transmettre avec plaisir les rapports. Deuxième question, quelles opérations unitaires ont été utilisées pour la récupération des lipides dans le cadre du projet Cyclalgue biodiesel? Alors, dans le cadre de l'extraction des lipides, on a travaillé sur un protocole qui a été développé par le Qatar, le CRI de Qatar, qui est situé à Toulouse. Donc, c'est un protocole qu'ils avaient déjà expérimenté dans un projet précédent qui était le projet européen Energreen. C'est une extraction par saponification. Donc, on travaillait à 60 degrés pendant 3 heures dans un milieu alcalin en présence de KOH et d'éthanol. Et c'est la fin des... Ah non, encore une. Avez-vous des bilans du taux d'épuration du CO2 du biogaz injecté directement pour les microalgues? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé dans le projet Cyclalgue. C'est quelque chose qu'on regardera peut-être dans la thèse et dans le projet Pyramide qui va démarrer. Effectivement, c'est l'une des possibilités de réutiliser le CO2 issu de la méthanisation. On n'a pas travaillé directement, on a des collègues espagnols qui ont travaillé là-dessus. Ils sont arrivés jusqu'à des rendements de 90% en termes d'épuration. Donc, c'est toujours pareil, si vous voulez avoir des informations là-dessus, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous transmettre les publications sur le sujet. A-t-on des données économiques, c'est-à-dire rentabilité de ce type de culture d'algues? Alors là, ça dépend de quel projet. Dans le cadre du projet Cyclalgue, alors effectivement, on a eu une étude économique qui a été faite, surtout par rapport au prix de biodiesel qui serait produit. Donc ça, je vous ai montré un graphe précédemment. Ce qu'on a montré, c'est déjà en recyclant une partie des éléments nutritifs du process et en intégrant les différentes briques technologiques, on arrivait à réduire à peu près le prix de biodiesel de l'ordre de 70% aujourd'hui. Mais on ne pouvait pas se placer aujourd'hui par rapport au prix du marché. Donc, il y a encore un effort à faire là-dessus. Dans le cadre du projet Pyramide, il est prévu effectivement qu'on fasse une analyse économique assez fine, notamment des systèmes de culture innovants qu'on va développer. Ces systèmes de culture, ils auront pour objectif soit d'améliorer aujourd'hui la productivité, notamment volumique, par rapport à des systèmes existants, soit derrière de réduire les coûts, c'est-à-dire d'arriver à des solutions qui seraient à peu près équivalentes en termes de coûts par rapport à un système Raceway, mais avec des productivités surfaciques meilleures. Et derrière, on éviterait aussi tout ce qui est problématique de contamination, évaporation d'eau qui est liée au Raceway. Donc, dans le cadre de la thèse et du projet Pyramide, on fournira effectivement des données économiques là-dessus. Et c'était la dernière question. Merci beaucoup, Florian, d'avoir répondu à toutes les questions. J'espère que nous n'avons oublié aucune question, sinon vous pouvez encore vous manifester. C'est déjà la fin de ce premier webinaire. Je vous invite d'ores et déjà à noter à votre agenda la date du prochain webinaire Algadé qui aura lieu le 28 janvier 2021 de 11h à midi sur le thème des microalgues pour traiter les eaux usées et digestats de méthanisation. On va vraiment s'intéresser à la bioremédiation par les microalgues. Nous accueillerons à cette occasion deux nouveaux intervenants. Tout d'abord, Floriane Fernandez, qui est chercheuse dans le projet Algadé et qui nous parlera des techniques de bioremédiation mécanique et biologique utilisées dans le projet. Et ensuite, nous accueillerons Lucie Van Aver de la plateforme R&D Algos Solis. Donc, c'est une plateforme conçue pour répondre aux défis de l'exploitation industrielle des microalgues, basée en Loire-Atlantique, qui nous présentera son organisation et des projets en lien avec la bioremédiation des eaux usées par les microalgues. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation aujourd'hui.
Je tiens à remercier particulièrement nos deux intervenants, Ala Silkina et Florian Monlot, pour leur présentation et le temps qu'ils nous ont accordé, ainsi que ma collègue Maëlle Dagron qui a assuré toute la régie de ce webinaire, tout en discrétion. Avant que vous vous déconnectiez tous, je vous remercie de prendre une dernière petite minute pour remplir le questionnaire qui va tout de suite s'afficher sur votre écran et nous permettra d'améliorer les webinaires à venir dans le cadre du projet. Un grand merci à tous et une très bonne après-midi.